Avler, Tanouda, Atiché, bonjour, good morning, guten Tag, vous êtes les bienvenus au Club de la Presse de ce jour que nous animons ce jeudi, donc 21 novembre 2019, pendant qu'il sonne 11 heures, passez légèrement de quelques instants et nous vous saluons, vous qui nous écoutez ici au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Disons merci aux techniciens qui transportent nos voix jusqu'à vos oreilles, Michel Kokou Vitogwe Tomenga à la console et Géraud Dakucha qui enregistre l'émission qu'il vous mettra à disposition aussi bien en son qu'en image. Émission pour laquelle nous avons déjà en studio Michel Tchadja, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à la famille Canal FM. Merci d'avoir dit la famille. Nous sommes véritablement une famille. Cette famille dont l'un des membres, Isidore Sassou Atialo Akolo, Actu Express paru aujourd'hui. Bonjour Isidore. Bonjour Sass, je vais encore emprunter cette formule. Bonjour à la famille de Canal FM. Bonjour à la famille. Ça fait vraiment chaud au cœur. La famille de Canal FM, la famille du Club La Presse, dont l'un des membres célèbre un événement heureux aujourd'hui. C'est un carnet rose. Sylvestre Béni du journal La Manchette. Il est passé à l'état civil ce matin, donc pour son mariage avec sa dulcinée. Isidore, c'est vous qui adressez le mot de la famille à Sylvestre Béni et à son épouse. Non, c'est des choses qu'on garde en secret. Non, c'est pas un secret. Non. Mais tu vas faire des jalouses. Hein? Je ne sais pas trop. De toute façon, bon, on est appelé à le faire. Donc, félicitations à la dulcinée et à Sylvestre. Et que leur union puisse perdurer dans le temps. Et je crois d'autres encore leur souhaiter beaucoup de bonheur. Et je présume que vous-même, Isidore et Michel, vous êtes passés à l'état civil. Isidore. Ça, c'est un secret. Un secret familial. Un secret familial. Merci. Donc, oui, Michel? Non, je voulais passer à c'est toi qui as l'habitude de parler de vieux constatés, parce que c'est un fait qui m'a marqué ce matin. Il fallait que j'en parle, parce que j'étais au CMS d'Agué. Nous avons parlé hier. Mais allez-y. Oui, j'ai constaté quelque chose à l'entrée de ce centre qui m'a vraiment mis mal à l'aise parce qu'il y a un étang d'eau qui est là-bas, puant, et à ne voir que la couleur même de l'eau qui est stagnée là-bas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quand on m'apprend qu'il y a de cela, que j'ai essayé de comprendre mieux, on m'a dit qu'il y a de cela quelques jours et que c'est une puissante dame qui aurait en amont bloqué l'eau des égouts qui maintenant ne passe pas normalement et qui est obligée de stagner devant le centre de médico-social d'Agué. C'est vraiment... Et les jours passent et que personne ne dise rien. C'est ça qui m'a vraiment m'a effrayé. Et j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Merci. Nous en avons parlé hier. Merci d'ajouter de l'eau à notre moulin. Vous imaginez, Isidore, que le personnel est mal à l'aise. Les malades sont mal à l'aise. Bon, mais vous qui voulez rentrer dans ce centre, mais vous avez peur même d'avancer parce que vous ne savez pas quand vous allez rentrer dans cette eau-là, si vous êtes à moto ou vous êtes à voiture. Je ne sais pas. Ça fait mal, quoi. Et c'est sur la nationale numéro 1. Oui, je ne sais pas si c'est au niveau de la clôture côté sud dont il parle, parce que souvent là-bas, ça fait des années que l'eau stagne. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il est question. Merci vivement. Nous en avons parlé hier, on y revient aujourd'hui. C'est un centre de santé et qu'on voit que un caniveau déborde et déverse des eaux nauséabondes. Et ça ne fait pas bon ménage, la saleté, l'insalubrité et la santé. D'autant plus que Blaise Pascal nous donne la pensée du jour. Blaise Pascal qui nous enseigne que penser fait la grandeur de l'homme. Penser fait la grandeur de l'homme. Merci donc deux confrères qui nous rejoignent. Elom Atichogbe, bonjour.
Bonjour SAS, bonjour Canal FM, bonjour aux confrères en studio. Et Ambroise Yao Kondjo également qui nous rejoint. Bonjour. Oui, SAS, bonjour. Excusez du peu pour le retard, indépendant de ma volonté. Naturellement. Merci. Oui, Isidore. La pensée, comment j'avais oublié. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Bien, c'est bien ça, non? Merci. Donc, Blaise Pascal qui nous enseigne que penser fait la grandeur de l'homme. Alors, nous qui ne pensons pas, ou bien nous qui pensons petitement, est-ce que nous pouvons revendiquer notre nature d'homme? Une question que nous lançons à chacun. Si la technique l'avait permis, nous aurions dû rentrer en ligne avec nos confrères qui se trouvent à Yaoundé, c'est au Cameroun. Et Yaoundé où se sont ouvertes depuis le mardi les 48e assises de l'Union internationale de la presse francophone. Eh bien, le thème retenu, c'est journalisme d'information, journalisme d'émotion. C'est une interrogation. La presse togolaise qui a délégué une dizaine de confrères avec à la tête Loïc Lawson et Flammes des démocrates qui écrit justement que c'est près de 400 hommes et femmes des médias venus d'une soixantaine de pays ayant le français en partage qui sont à ces assises. Et nos confrères et consoeurs qui vont réaffirmer le droit des citoyens à une information crédible, équilibrée et féconde. Nous gardons toujours l'espoir que nous pourrons entrer en contact en ligne avec l'un des confrères qui se trouve à ces assises. Et l'homme à Tichogwe, bonjour. Bonjour SAS. Nous savons tous que nous les médias, nous avons essentiellement trois fonctions: informer, éduquer et puis distraire. Et vous, aujourd'hui, vous informez, mais également... Oui, d'accord avec cette formule. Informer, éduquer et distraire. Divertir. Oui, merci. C'est mieux que le distraire. Merci de nous corriger. Eh bien, et l'homme à Tichogwe qui fait son devoir d'informer, mais également d'éduquer et de sensibiliser. Vous écrivez à la page 2 de votre journal que la Nouvelle Tribune, c'est votre journal, qui promeut le civisme et la citoyenneté en cette période électorale. Et Ouara le vainqueur également, qui écrit sur vous que le journal La Nouvelle Tribune va œuvrer pour la paix avant, pendant et après les joutes électorales de 2020. Votre programme a été lancé hier. Vous voulez bien nous en dire un mot? Oui, ça a été lancé beaucoup plus mardi. C'était mardi 19 novembre que nous avons lancé le projet. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet Média 2019 lancé par le ministère de la Communication, des Sports, de l'Éducation, de la Citoyenneté, au civisme. Donc, nous faisons partie, la Nouvelle Tribune fait partie des 15 médias retenus dans le cadre de ce nouvel appel à projet. Et donc, notre projet consiste beaucoup plus à faire preuve, à promouvoir le civisme et la citoyenneté en cette période électorale afin que nous puissions véritablement passer ce cap, parce que vous savez que toute élection dans un pays est sujette à des tensions. Et donc nous, notre devoir, notre rôle en tant que média, c'est de pouvoir œuvrer à ce que le civisme et la citoyenneté prévalent avant, pendant et après ces consultations électorales. Merci. Vous participez au mouvement pour que nous tous adoptions un comportement pacifique, comportement citoyen durant le processus électoral, certes, mais et l'homme, on vous dira que très généralement les comportements anti-paix, les comportements inciviques sont souvent la conséquence d'une élection qui ne se passe pas avec l'assentiment de tout le monde. Oui, bien évidemment. Bon, vous savez, généralement en Afrique, moi je vois pas encore le pays dans lequel on a fait des élections sans que il y ait des tensions, sans qu'il y ait véritablement à redire. Et toutes les élections en Afrique et partout dans le monde, même dans les grandes démocraties, sont sujettes à caution. Vous vous rappelez de cette élection aux États-Unis d'Amérique quand il s'agit de Monsieur George Bush, vous vous rappelez, avec la machine, le fils, avec la machine à fraude, qui a dénoncé à l'époque certaines personnalités. Donc aujourd'hui, je pense que il y a jamais d'élection consensuelle.
il n'y a pas d'élection consensuelle, beaucoup plus d'une élection présidentielle consensuelle. Dans tous les pays, vous voyez la tension qu'il y a autour, vous voyez l'enthousiasme qu'il y a autour de ces élections. Ces dernières années, vous avez vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays. 2020 est une année électorale dans beaucoup de pays également, le Burkina Faso, la Guinée, le Togo, d'autres pays qui vont avoir à élire leur président de la République. Et donc, nous, au niveau du Togo, nous allons toujours continuer à sensibiliser les citoyens sur le comportement civique. Et cela passe bien évidemment par l'obtention de sa carte d'électeur. Et donc, du 31 novembre au 2 décembre prochain déjà, la CENI va faire la révision des listes électorales. Et donc, du 29 novembre au 1er décembre, voilà. La CENI va faire la révision des listes électorales. Et donc, en tant que citoyen togolais, voilà, en fils du pays, nous avons l'impérieux devoir, et c'est un acte civique, d'abord de prendre notre carte d'électeur. Merci de jouer votre devoir citoyen comme la société civile également se veut vigilante. Hier, il a été lancé le processus de monitoring de la concertation nationale de la société civile, cette ONG qui va déployer plus de 300 observateurs durant tout le processus. Certains seront en pause et vont suivre aussi bien la révision des listes électorales que les élections. Il y aura également des observateurs qui vont circuler de bureau de vote en bureau de vote. Plus de 300 observateurs que va déployer la concertation nationale de la société civile. Ça veut dire que, comme on dit chez nous, tout le monde veut avoir son œil dans ce qui va se faire. Ambroise, rebonjour. Bonjour, Cess. Eh bien, et l'homme le disait tantôt, la révision des listes électorales va démarrer incessamment. Ce sera du 29 novembre au 1er décembre. C'est la CENI et ses démembrements qui vont piloter cette opération. Cette semaine, on a suivi le président Tchambakou Ayasso qui est allé rendre visite aux opérateurs de saisie en formation. Il leur a réitéré son adresse pour qu'il fasse le travail comme il faut au moment de la révision des listes électorales. Ça vous intéresse aussi. Votre journal, vous parlez du recrutement des techniciens de la CENI, notamment les logisticiens. Et vous dites y trouver du mendefrérisme, du népotisme et de l'injustice organisée en système à la CENI. Oui, c'est un système qui est là depuis la nuit des temps ici, dans notre pays. Même si on reconnaît qu'il y a d'autres pays aussi qui le vivent. C'est que les logisticiens qui ont été recrutés en 2018, si ma mémoire est correcte, qui devaient en principe continuer le travail, se retrouvent déjà dans un fichier parce qu'ils ont été formés pour ça. Le moment venu, on les rappelle pour justement continuer le travail parce qu'ils sont enregistrés sur un code à travers l'Agence nationale de l'emploi. Et quand ils sont rappelés à venir confirmer, bon nombre sont venus, il y en a d'autres qui sont venus mais qui ne sont pas retrouvés sur la liste parce que peut-être n'ayant pas retrouvé leur code et qu'on leur a demandé d'aller chercher le code. Il y en a qui étaient présents corps et âme et dont les superviseurs connaissent très bien et que les autres collègues connaissent, mais qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste, et que par contre, ils retrouvent d'autres personnes en lieu et place pour leur remplacement. Ça a créé un tollé, a suscité un mécontentement que certains n'ont pas su exprimer au risque de se voir exclus définitivement même de la liste, parce qu'il leur a été promis que la situation sera réglée, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, cette situation n'est pas réglée. Ce qui est marrant, c'est que ceux-là qui sont venus, les nouvelles arrivants, n'ont pas été formés au-dessus de leurs collègues. Et même, il y a des arriérés, il y en a qui sont des logisticiens qui sont là à longue durée. Même si les élections finies, ils continuent le travail avec un rapport et tout ça là. Avant que d'autres décideurs n'arrivent, ils ont aussi des arriérés qui n'ont pas été... Arriérés de salaire ou bien d'indemnité, qui n'ont pas été payés. Donc, et parmi le lot de ceux-là qui ont fait office de remplaçants, il y en a qui se retrouvent les frères de certains responsables. Chacun est toujours le frère ou la sœur de quelqu'un. Oui, sauf que entre griffes, tu comprends ce que je voudrais dire. C'est ça le mot en consonance, le mendefrénisme. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas forcément été formée, n'a pas de compétences, on le recrute juste pour venir gagner quelque chose. Et tout ça là participe à forclusion, au démarrage de ce que les gens appellent la fraude. Donc, la personne ne maîtrise rien, il ne maîtrise rien de la machine, vous le recrutez, que voulez-vous qu'il fasse pour donner un résultat efficient et efficace?
Eh bien, c'est le problème que pose The Guardian. Comment est-ce que la CENI a procédé au recrutement de ces logisticiens, de ces techniciens en personne? Parce que, Isidore, s'il devrait y avoir du doute sur la façon dont les gens ont été recrutés et formés, ce doute risque de continuer jusque sur leur travail, alors que il y a déjà des appréhensions. Il faudra que la CENI peut-être nous éclaircisse, nous éclaire au plus tôt sur le processus de recrutement, de formation des techniciens qui l'assistent. Ça ne date pas d'aujourd'hui, même les OPS. Quand vous y allez, c'est des gens qui ne maîtrisent même pas le clavier et qui saisissent comme nous autres qui n'avons jamais fait l'informatique. Et on n'arrive pas à comprendre que une CENI ou une institution comme la CENI puisse recruter des OPS qui ne maîtrisent pas le clavier. Je ne sais sur quelle base. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Depuis fort longtemps, c'est comme ça. Et c'est des gens qui cherchent où se trouve le A, où se trouve le B, et ainsi de suite. Avant de saisir un nom, mais il faut 10 minutes. Alors que le pays regorge de plein de talents, de plein de gens qui même ils saisissent comment même les yeux fermés. Même les yeux fermés. Donc ça c'est merci, c'est une préoccupation qu'exprime le Guardian aujourd'hui. Oui, le népotisme peut passer par là. Merci Michel. Vous avez sans doute vu le président Tchambakou quand il est allé rendre visite aux opérateurs de saisie en formation. Vous avez en tête le message qu'il leur a adressé, à savoir qu'ils fassent leur travail avec toute la conscience, avec tout le sérieux qu'il faut. Nous pourrons également rappeler aux sœurs Tchambakou, à Yassor et à ses collègues de la CENI que la période est très sensible. Déjà que certains demandent purement simplement un recensement électoral. Maintenant, nous allons vers une révision des listes électorales. Il faudra que la CENI nous rassure que cette opération-là se fera avec des techniciens déployés un peu partout, munis des machines en nombre suffisant, des machines qui ne seront surtout pas défaillantes, parce qu'on n'aura que 3 jours pour procéder à la révision des listes électorales. Oui, pour le moment, on ne peut pas douter de la bonne foi du président Ayassor Tchambakou, qui appelait donc justement les agents de révision de liste à plus de sérieux et à plus de sacrifices, parce que c'est un travail de haute importance et que chacune et chacun devrait faire montre de sérieux pour au finish avoir un travail satisfaisant, parce que l'élection présidentielle c'est une élection de grande importance, c'est une élection capitale et on n'a pas droit à des erreurs. Maintenant, moi personnellement, je ne sais pas comment les logisticiens, les OPS, je ne sais pas comment on les recrute. Je ne peux pas donner un jugement à ce niveau-là. Mais ce que je déplore, c'est que ça n'engage que moi. Le temps que la CENI met pour former les OPS, je pense que le temps là est très insuffisant. C'est 6 jours, hein? Oui. Ils ont été formés en 2 groupes de 6 jours chacun. Oui, ça on pouvait peut-être faire mieux que ça. Parce que ailleurs, quand vous dites, mon confrère Isidore parlait de tâtonnement de certains OPS sur le terrain, peut-être que les jours qui ont été affectés pour leur formation ont été insuffisants. Peut-être la CENI peut aussi évoquer les problèmes de moyens, ça se comprend. Mais moi, j'aurais voulu qu'on trouve assez de temps pour former suffisamment. Et puis, pourquoi ne pas les former en zone sud et nord? Parce que les OPS, si je ne me trompe pas, même ceux du nord ont été tous invités à Lomé pour se faire former. Vous voyez, dans tout ça là, je ne pense pas qu'il y a la sérénité pour que les agents puissent être en forme pour faire face au travail qu'on va les affecter. Ajouter au fait que, et c'est un problème très sérieux, le problème des machines qui tombent régulièrement en panne. Parce que moi-même,
quand on faisait le recensement par la révision, le recensement, j'ai vu les conditions dans lesquelles ça se faisait. Ce n'est pas du tout rassurant, parce que les machines à tout moment vous dit moindre chose, on vous dit qu'on attend quel chef qui met du temps à arriver, le mot de quelqu'un qui est où. Bon, c'est vraiment laborieux. Moi, je trouve que c'est tout. Si les choses sont faites de telle sorte que ces petits dysfonctionnements soient vraiment bien calés, je pense que, ajouté au fait que si on se forme vraiment d'une manière adéquate les OPS, on pourra les 3 jours. Merci. Et puis, qui nous dit que comme on en a l'habitude, après les 3 jours, il n'y aura pas de prolongation. Pour le moment, contentons-nous de ce que nous avons. Ce sera 3 jours. Et sur les machines, vous avez sans doute écouté le président Tchambakou Ayasso qui disait qu'ils ont procédé à la maintenance des anciennes machines. Ils en ont acquis également de nouvelles. Eh bien, nous attirons son attention pour que le jour venu, on ne dise pas qu'il y a des OPS qui se retrouvent sans machine, ou bien qu'une machine est tombée en panne et pendant que les gens attendent dans les fours, disons dans les queues. Moi, j'attends de voir. Sauf que moi, je voulais dire quelque chose. Si il faille former des gens, les OPS au niveau de la CENI, je crois que c'est sur les manuels de procédure. Ce n'est pas le b.a.-ba. Il faudrait recruter des gens qui ont des compétences avérées en la matière. Quand on parle de saisie, mais ce n'est pas là où, à la CENI, de former des gens à la technique de saisie. C'est peut-être là comment utiliser la machine, comment procéder à telle chose. Mais vous voyez des gens qui saisissent à tâtons, ainsi, là-bas, mais non. Ce n'est pas la CENI de les former. De les former, ouais. Il faut qu'au moins le b.a.-ba là. Merci. Ce n'est pas la CENI de les former. Je me rappelle en son temps, le coach. Ce n'est pas la CENI qui... Ce n'est pas la CENI qui forme en fait. Il y a la société ZETES et il y a une autre société qui se charge de la formation qui sont sous la coupole de la CENI. Oui. Donc mais peut-être sur les procédures. Mais la technique. Merci. Eh bien, c'est là où je m'étonne. Eh bien, nous prenons le président Ayasso Tchambakou au mot que les gens ont été recrutés dans des conditions idoines, qu'ils ont été bien formés, qu'ils vont disposer de machines en nombre suffisant, des machines qui vont bien travailler. Il ne faudrait surtout pas que le 9 novembre, on constate que... Le 29 novembre, il ne faut pas qu'on constate qu'il y a des OPS qui chôment, faute de machines, ou bien que des machines qui tombent, ou bien des machines qui sont en nombre suffisant pendant que les gens seraient déjà en foule. Ces questions ont été sûrement discutées le mardi dernier lors de la réunion du comité de suivi, puisque le ministre Payado Aboukessi avait invité les partis politiques, mais aussi la CENI et la HAC. Nous apprenons que la CENI et la HAC ont fait le point de leurs préparatifs à cette réunion que certains partis et associations, certains partis, regroupements de partis, sont partis avant la fin de la réunion, comme l'ANC, le CAR et la C14, ou ce qu'il en reste. Alors ce matin, le journal Le Changement écrit: le CAR, l'ANC et la C14 évitent un piège du pouvoir. C'est un peu le même ton chez vous aussi, Ambroise. Au Guardian, vous écrivez que l'opposition a déjoué le piège du pouvoir qui fonce vers un scrutin de tous les dangers. Oui, le pouvoir a voulu mettre devant le fait accompli la classe de l'opposition qui, au départ, revendiquait des meilleures conditions d'organisation de ces élections, notamment la refonte de la CENI, la recomposition carrément de la CENI sur les principes de la feuille de route, les 8-8, et au mieux un président extérieur, la recomposition de la Cour constitutionnelle que recommande la nouvelle constitution adoptée tout récemment, et ensuite revoir le fichier électoral avec des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de morts fictives qu'on reprocherait à ce fichier, et ensuite revoir carrément certaines parties du code pour permettre la fiabilité et avoir une traçabilité jusqu'au résultat. Donc, même revoir les présidents de CELI, les différents démembrements de la CENI, les présidents de CELI
dont les juges, on a douté sur pas la probité des juges, mais par leur impartialité, par l'impartialité des juges. Donc, il y a tellement de choses à faire. Et quand l'homme disait tout à l'heure, je le concède tout ce qu'il a dit, mais là où il disait que partout dans le monde, les élections ne sont pas consensuelles, là, je suis désolé. Parce que je me dis que une élection qui se produit en France ou en Tunisie, dont les résultats, on les a déjà à partir de 18h, ou en Israël, mais le consensus est déjà au départ calé, avant que de voir le processus et de voir comment cela va aboutir. Mais parler d'un consensus qui n'existerait pas, ce serait le cas du Togo ou de la Guinée, ou des pays voyous que nous connaissons, qui ne veulent pas se ranger sur les principes démocratiques, encore moins sur les valeurs des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, moi, j'estime et je crois que si le pouvoir a la volonté d'aller à des élections transparentes, je ne vois en quoi il se réchigne à discuter pas un dialogue, discuter face à face avec l'opposition, la vraie opposition, et de savoir quoi mettre dans le processus électoral pour découvrir ou déboucher sur la transparence et l'équitabilité des résultats. Ce qu'on peut dire à ce niveau, c'est que quand une élection s'organise très bien dans un pays, le résultat tombe aussitôt avec l'acceptation de tout le monde. Mais quand les élections se font dans des situations conflictuelles, ça aboutit à des crises. Actuellement, c'est la Bolivie qui s'enfonce dans une crise suite à sa dernière élection présidentielle. Le Venezuela qui est également en crise suite à des élections que ces pays ont connues. Mais ça veut dire que même au-delà de l'Afrique, on a de ces situations. Mais souffrez qu'on revienne à cette réunion du comité de suivi mardi dernier, réunion à laquelle se sont présentés tout le monde, mais dont ces trois partis regroupement, l'ANCK et C14, ont claqué la porte. Pour The Guardian et le journal Le Changement, ces trois partis ont déjoué ou évité un piège du gouvernement. Qu'est-ce que les autres en disent? Écho du pays écrit, lui, que le cas, la C14 et la ANC, dans l'éternel recommencement des erreurs d'une opposition en manque de maîtrise du terrain politique. Voilà les vainqueurs, Michel. Vous écrivez de votre côté aussi que le cas, la ANC et la C14 ont déserté la salle en brandissant des préalables. Des préalables quand même que ces partis-là martèlent depuis quelque temps, Michel. Ah oui, ce qui est étonnant, c'est que il y a de cela quelques jours que ces partis-là appelaient le pouvoir à des discussions. Il y a déjà des semaines que l'ANC, la C14 demandaient à rencontrer les autorités pour discuter des conditions d'organisation du scrutin. Voilà, le jeudi passé, nous débattions ici sur la question et je disais justement que il revient au pouvoir d'analyser la faisabilité donc d'une telle rencontre, et nous avons été très heureux de constater que le ministre de l'administration territoriale a convié donc la classe politique à des discussions afin de baliser le chemin pour une élection présidentielle apaisée. Mais ce qui nous a surpris, c'est que le CAR, l'ANC, la C14 n'ont pas été tellement courageux pour suivre les discussions jusqu'à la fin, parce que pour l'ANC, par exemple, il faut la recomposition de la Cour constitutionnelle, la recomposition de la CENI, et puis bien d'autres choses. Et donc, on s'est dit qu'à un moment donné, que lorsque vous voulez discuter, vous vous appelez à des discussions et quelqu'un vous appelle, il fallait quand même, quelles que soient vos observations, vos réserves, au moins tenir la réunion jusqu'à la fin. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé avant l'élection, la tenue des élections législatives de 2018, l'opinion et surtout les sympathisants de l'opposition sont lassés par ces attitudes de tango que leurs responsables les offrent à tout moment. Vous allez vous appeler à des discussions, vous allez vous retirer parce que l'ordre du jour n'a pas été consensuel. Mais quand même, ayez le courage de suivre, voir concrètement si le pouvoir veut vous blaguer ou bien vraiment il est sérieux
Aujourd'hui, bon, vous sortez, vous publiez des communiqués, vous dites non, que vous n'êtes pas d'accord, la manière dont... Alors que, généralement, lorsque vous êtes dans cette posture, il faut que vous ayez les moyens de rapport de force. Or, dans le cas d'espèce, je ne vois pas les rapports de force que l'opposition peut poser au pouvoir actuellement. On nous a dit ça. Le Front citoyen Togo Debout l'a dit avant la tenue des législatives de 2018, qu'ils allaient tout faire pour empêcher, tout comme la C14. Mais les élections ont eu lieu. Aujourd'hui, ils sont partis, mais les choses vont à 100 à l'heure. Bon, dans l'intérêt de qui? Alors que, aujourd'hui, ça, tu l'as relevé très bien. Les élections présidentielles de certains pays posent problème. Et aujourd'hui, il est question que chez nous aussi, il faut, en amont, poser les bases d'une élection sereine pour ne pas déboucher sur ce que nous connaissons. Élection sereine, mais également inclusive. Justement. Mais à partir du moment où les autres... Et consensuelle. Donc tout le monde s'entend sur les termes du scrutin. En principe, c'est ce qui est très intéressant. Normalement, à la veille d'une élection quelconque, le pouvoir de l'opposition peut se concerter pour voir comment aller à cette... Le fait de dire que ce que nous on a dans la tête, si vous ne faites pas ça, nous on s'en va. Moi, je trouve que ce n'est pas de nature à faire évoluer les choses et surtout dans l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas, en tout cas, pour le moment, en termes de rapport de force, je ne sais pas ce que l'opposition peut faire pour bloquer la machine électorale. Merci, on va y arriver, mais Flambeau des démocrates également, qui écrit l'opposition et le boycott de la rencontre avec le gouvernement, même méthode, même résultat. Flambeau y consacre même son éditorial et qui parle de dialogue dessous. Malheureusement, la classe politique qui nous habitue à ce dialogue dessous. Togo Matin lui écrit que UNIR a sorti un communiqué pour déplorer les agissements du cas de l'ANC et de la C14. Eh bien, on en vient donc à ce courant, à ce mot même qui passe. Vous rappelez que des regroupements comme le Front citoyen Togo Debout a sorti un communiqué la semaine dernière pour demander la suspension de tout le processus électoral. Quelques jours après, c'est le mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo qui va dans le même sens. Après, c'est Monseigneur Podjoro et son groupe qui demandent la même chose, qu'on suspende tout le processus électoral. Et Actu Express, Isidore, vous demandez si l'opposition pourra réellement arrêter la machine à fraude. Mais c'est la question qui taraude tous les esprits. Parce qu'on parlait tantôt, Michel le disait, les rapports de force. Est-ce que les rapports de force peuvent aujourd'hui pousser le pouvoir à fléchir dans sa façon d'organiser de façon cavalière et unilatérale les élections présidentielles? De mémoire de journaliste que je suis, c'est la première fois depuis 2005 qu'on assiste à une organisation aussi cavalière du pouvoir. Je me souviens quand appelle-t-on, François Boucor était aux affaires, avait dit que mais il y a péri en la demeure si les choses allaient dans ce sens. Donc en 2010 on a vu quelque chose. Moi, il y a un consensus, minimum de consensus autour des élections présidentielles. Même en 2015, même si on a dit que le fichier était corrompu, il y avait un consensus. Mais ce à quoi nous assistons... Je me rappelle, à la veille d'une élection, je ne sais pas si c'est en 2010 ou 2015, quand nous avons reçu la visite de deux présidents, Ouattara de Côte d'Ivoire et je crois Nana Akufo-Addo du Ghana, qui était venu express pour nous rassurer que l'essentiel serait fait sur le fichier électoral. C'était à la veille de 2015. 2015 oui, la francophonie. La francophonie. Oui, c'est la francophonie. Et c'était le général Sangaré qui pilotait la mission. Donc, le problème demeure jusqu'à présent. Et si nous n'y prenons garde, nous avançons. Autant
on nous demande de jouer notre rôle de, comment dirais-je, de citoyen pour que la presse ne soit pas l'organe qui va jeter sur le feu. Autant nous devons attirer l'attention de nos autorités sur les dangers qui pointent à l'horizon. Parce que organiser des élections dans ces conditions, c'est un grand risque que nous courons. Mais aujourd'hui, on dit que bon, le CAR, la CDPA, la C14 et l'ANC ont déserté. Mais pourtant, Agboyome Kodjo était resté, mais il est sorti, il est satisfait, il est resté sur sa soif. Donc, les gens ne voulaient pas aller dans un débat de fond. C'est ça même le problème. Les gens, c'est-à-dire le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas aller dans un débat de fond. Donc, juste pour donner l'impression que, bon, entre l'opposition et le pouvoir, il y a discussion, les choses peuvent aller de sorte qu'il y aurait plus de pression des institutions sur le gouvernement. C'est ça le piège, comment appelle-t-on, le piège que le pouvoir veut tendre à l'opposition, qu'ils ont su déjouer d'une manière. Mais la question fondamentale, est-ce que aujourd'hui les rapports de force sont de telle sorte que le pouvoir peut fléchir dans ce que j'appelle la machine à fraude? C'est là où je voudrais en venir. Oui. Michel l'a si bien dit. Il évoquait à l'instant une question de rapport de force. Et c'était évident que s'il n'y a pas de c'est évident qu'il n'y a pas de rapport de force, le pouvoir peut continuer. Mais il a aussi dit que ce rapport de force doit être créé. Effectivement, je pense que l'opposition doit se lancer dans la recherche de ce rapport de force. Je ne sais pas. Ce n'est pas que ce que lui il dit. Oui. Moi, je tire de ce qu'il a dit. C'est vous qui en déduisez. Voilà, je déduis que qu'est-ce qui peut créer ce rapport de force? C'est la mobilisation. Un. De deux, le pouvoir même peut avoir la volonté manifeste d'organiser des élections transparentes. Si le pouvoir ne veut pas aller dans ce sens, donc cela peut conduire à la fraude et à des contestations et à des répressions et à des morts et à des gens en prison. C'est ce que tout le monde redoute. Et le ton est monté d'un cran. Pour éviter tout ça, je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté politique de discuter ensemble avec l'opposition, de voir qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'institutions qui rentrent dans l'organisation des élections pour éviter tout problème de lendemain. Merci. Rapport de force. Vers qui penche ce rapport de force? Moi, je ne sais pas trop, mais je rappelle que le Front Citoyen Togo Debout appelle à la suspension du processus. Même chose pour les forces Vive Espérance pour le Togo. Même chose pour le groupe de Monseigneur Podjro. Et pour venir justement, mouvement Togo Citoyen Debout appelle à des meetings, notamment le samedi 23 novembre prochain. Autre parti politique qui se signale, c'est le PNP. Dans une déclaration sortie le 19 novembre dernier et signée par son secrétaire général, Dr Kossi Sama, le PNP qui appelle à la mise en place d'une transition. Donc la déclaration du PNP est en 3 points. Premier point, renoncement public et solennel de Faure Gnassingbé à sa candidature en 2020. Deuxième point, mise en place d'une transition transition sous laquelle il sera procédé à la libération immédiate et sans condition des détenus des manifestations et de tous les détenus politiques, à la mise en œuvre des réformes profondes destinées à la démocratisation du pays. Et puis 3, organisation des élections. C'est l'essentiel de cette déclaration du PNP. Que le journal Le Guardian publie aujourd'hui aux que pages ici, 3 et 6. On se dit que dans le contexte actuel, est-ce que avec l'allure que prend l'organisation des élections par ce pouvoir, est-ce que ça là, ils vont entendre raison? Non, ça. Déjà, c'est une bonne chose. Vous faites votre travail de publier la déclaration du PNP. Qu'est-ce que cela va donner? C'est une question à laquelle chacun va répondre. Encore que Isidore se demandait, enfin, c'est pas Isidore, Actu Express se demande si tout ce que l'opposition fait là peut concourir effectivement à arrêter la machine, enfin, ce que le journal appelle la machine à fraude. Maintenant, vous et l'homme, Mati-Chokbe, vous rappelez que ça fait déjà quelques semaines, pour ne pas dire des mois, que l'ANC, la C14 demande à rencontrer les autorités pour discuter du cadre électoral. Les critiques qui sont également adressées par le phare et le cas de Maître Agboybo. Entre-temps, même, c'est Agboyome Kodjo également qui a émis des critiques pour demander que l'élection s'organise dans une ambiance beaucoup plus sereine, beaucoup plus consensuelle. Et puis, le gouvernement a trouvé la formule
de la réunion du comité de suivi, réunion dont sont sortis ces 3 partis, alors que nous sommes tout au plus à 3 mois de cette élection présidentielle. Et là, bon, moi, je vais peut-être surprendre les gens parce que il y a des choses qui véritablement, en tant qu'expérimentés, c'est pour parler de ceux qui sont leaders de partis politiques, il y a des erreurs qu'on ne doit plus commettre. Des gens sont sur la scène politique depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 45 ans, depuis des années où nous n'étions pas encore nés. Et moi, je constate simplement qu'ils n'ont pas suffisamment tiré des leçons de leurs propres erreurs. Qu'est-ce que je voudrais dire? Voilà, on vous invite à une réunion pour discuter des conditions d'une élection présidentielle. Vous débarquez, vous ne connaissez pas l'ordre du jour, mais vous débarquez quand même. C'est un peu comme si ça se m'invite à une émission. Une correspondance a été adressée aux participants et je présume que le ministre a dû mettre dans la correspondance l'objet de la rencontre. Non, si vous présumez, c'est pas l'information. Le courrier doit être clair. Moi, le courrier dont on m'a parlé ne donne pas l'ordre du jour. Et c'est dans la salle qu'il y a un leader de parti politique qui a dit que l'ordre du jour tel qu'il a été présenté ne correspond pas à leurs aspirations. C'est pour ça qu'ils se sont levés, ils étaient partis. Mais si le courrier contenait l'ordre du jour, ils n'allaient même pas venir. Vous êtes d'accord avec moi? Vous ne connaissez pas l'ordre du jour d'une réunion à laquelle on vous invite. C'est un peu comme si je venais à une émission dont on ne connaît pas ceux dont on va parler. Et puis l'animateur commence à présenter les thèmes de l'émission. Je me lève, je m'en vais, puis parce que je me dis que bon, c'est pas de ça que moi je suis venu parler. Mais est-ce que ça a un sens? Dites-moi. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour ces partis, ces leaders de partis, mais si la correspondance que vous avez reçue n'a pas l'ordre du jour, ne contient pas d'ordre du jour, mais écrivez officiellement au ministre de l'administration territoriale pour demander l'ordre du jour de la réunion à laquelle vous êtes conviés. Mais autant que de venir vous-même, en tant que leader de parti politique, se lever et de claquer la porte pour dire que non, que vous ne connaissez pas l'ordre du jour, que l'ordre du jour ne répond pas à vos aspirations. Mais qu'est-ce que vous voudriez? C'est-à-dire que... Non, mais écoutez... On va écouter l'homme d'abord. Non, mais c'est ce que je disais. C'est un peu comme si on m'invite à une émission dont je ne connais pas les thèmes dont on va débattre. Non. Mais je débarque quand même. Non. Je débarque quand même, je viens. Alors, je viens. Non, attendez. Non, je viens. Maintenant, ils sont arrivés. Maintenant, je suis arrivé. Et ils trouvent que l'ordre du jour ne correspond pas à leurs préoccupations. Mais l'animateur, par exemple, je viens et qu'on me dit que c'est le club de la presse, je connais pas les sujets. Je viens, on me parle d'un sujet que je ne maîtrise pas. Je me lève, je pars, mais sans avoir demandé en amont le sujet dont on va débattre. C'est comme ça que ça se fait. Non, mais si vous venez à une réunion, mais je suis désolé, hein, tout le monde participe à des réunions ici. On décline toujours l'ordre du jour. Si on vous invite à une réunion et que vous ne demandez pas l'ordre du jour, je suis désolé pour vous. Vous n'allez pas venir à une réunion dont vous ne connaissez pas l'ordre du jour, vous asseoir et puis écouter les gens religieusement. Dans ce sens, la réunion n'a pas été convoquée. La réunion n'a pas été convoquée. Il y a Michel, par exemple, qui aurait souhaité que ces hommes politiques eussent beaucoup de courage pour rester jusqu'à la fin, quitte à dire leur insatisfaction, leur mécontentement. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis que, par exemple, Ambroise dit qu'on a imposé un ordre du jour. Si l'ordre du jour, si ces leaders de partis politiques avaient été prévisibles, ou prévoyants plutôt, en demandant l'ordre du jour dans un courrier, et qu'on ne leur a pas communiqué, ils ne vont pas se déplacer. Mais écoutez, si vous dites aujourd'hui, si Ambroise dit que non, les gens sont malins, les gens ne sont pas malins, tout ça, qu'ils peuvent rester à la maison pour dire après que oui, quand les invités sont pas arrivés. Mais comment est-ce que vous pouvez m'inviter à une réunion dont je ne connais pas l'ordre du jeu? C'est pas si je me fais comprendre. Oui, mais vous savez, c'est à cause de ce problème justement qu'ils se sont levés, ils étaient partis. Ne faisons pas d'amalgame. Non, mais c'est à cause de ça qu'ils se sont levés, ils sont partis. Non, vous permettez. En fait, cette réunion n'a pas été convoquée ex nihilo. C'est suite à des revendications. Donc ça suppose que cette réunion devait tenir compte de ces revendications. Est-ce qu'on a précisé dans le courrier que cette réunion a lieu dans le cadre des revendications d'opposition? Il faut qu'on soit clair. Non, moi je suis pas d'accord. Est-ce qu'on a dit dans le courrier clairement que cette réunion a lieu dans le cadre des revendications? Donc on débat de quoi? Dites-moi. S'il vous plaît, ok. La réunion s'est déjà tenue depuis 48 heures. Évidemment. Nous n'allons pas la refaire ici. Non, on ne va pas la refaire. Mais le contexte, il faut voir le contexte dans lequel la forme. Le contexte. Mais réfléchissons quand même. Oui. C'est suite à des revendications que vous avez appelé les gens. C'est peut-être pour donner
des réponses aux inquiétudes des gens. Ça suppose que l'ordre du jour devait tenir compte de ces revendications. Et l'homme, plutôt, The Guardian l'a écrit, Isidore a abondé dans ce sens. Donc pour vous, cette réunion était un piège. C'est un piège à con. Que les trois entités ont boycotté, alors que Michel et l'homme auraient souhaité qu'ils restassent dans la salle jusqu'à la fin, quitte à exprimer un peu leur préoccupation. Mais imagine-toi, un enfant qui pleure et qui dit que bon, j'ai faim. Leur parle vite, bon. Mais il faut parler de la faim. C'est comme ça se passe. Tous ces gens ça se résumer. Ça se passe. Ambroise. Tous ces gens Non, ne fais pas d'aller, madame. Je répète que tous ces gens font du faux. Pourquoi je dis font du faux? Puisque nous y sommes, parlons aussi de la délégation de Ibn Chabas. Ils étaient arrivés. Je ne suis pas du sujet. Vous m'avez convoqué pour une réunion. J'avais posé des revendications. Comme ils en ont déjà posé aux Nations Unies, à la CEDEAO, qui n'ont même pas tenu une conférence de presse avant de repartir. C'est la même chose que les gens sont en train de vivre. On ne sait pas ce que le gouvernement a dit à ces gens-là, qui n'ont tenu aucune conférence de presse pour situer l'opinion sur ce pourquoi ils sont arrivés rencontrer l'opposition. Ça, c'est un de deux. Pour parler du cas d'espèce, c'est-à-dire du cas de cette réunion sans forme et sans fond, sur la base de ce que l'opposition a revendiqué dans cette plateforme, vous me convoquez à une réunion, vous sortez un autre ordre du jour qui est différent de ce que moi je voudrais. Je ne peux pas m'asseoir et discuter avec vous. Et qu'il est un exposé des organes en charge des élections. Qui t'a dit que l'opposition a encore boycotté, il n'y a pas de problème. Merci. C'est vous qui êtes de mon ils ont l'avez déjà dit. Mais continuons donc dans la foulée. D'autres parties de cette partie prenante d'une façon ou d'une autre. C'est le Front Citoyen Togo Debout. Dont vous écrivez, Actu Express qui écrit que le Front Citoyen Togo Debout veut battre le pavé. C'est le 23, c'est samedi. Non, ça c'est le 23, c'est pour. Le 23, c'est un meeting. Donc ils organisent un meeting à Kassim-Messi le samedi. Et puis maintenant, ils veulent battre le pavé, une marche de protestation le mercredi prochain. Oui, c'est un marche pacifique pour revendiquer de bonnes conditions d'organisation des élections. Merci. Oui. Et je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que si les choses vont bien au Togo, nous pouvons nous en réjouir. Mais à l'allure où les choses évoluent, j'avoue que nous allons droit dans le mur. Merci. Donc le Front Citoyen Togo Debout qui tient un meeting le samedi et qui organise une manifestation de rue le mercredi prochain. Et Michel, vous y voyez dans tout ça là que le Front Citoyen Togo Debout se trouve dans un rôle de parti politique de l'opposition. Ah, ça c'est clair. Depuis la naissance, je suis mal à l'aise à les appeler société civile, à les ranger, j'allais dire, dans le groupe des associations de la société civile. Je ne sais pas pourquoi ils tardent à légaliser, à se conformer à la charte des partis politiques, parce que le Front Citoyen Togo Debout, depuis un certain temps, fait montre dans ses activités de sa volonté de combattre coûte que coûte le régime en place. Et ils sont dans le rôle, comme je l'ai dit, de parti politique. Et vous avez vu comment ils ont épaulé la C14 avant les législatives de 2018, où ils disaient à l'unisson avec la C14 qu'ils vont empêcher les élections par tous les moyens. Malheureusement, leur désir n'a pas été exaucé. Malheureusement, oui, heureusement. Non, je dis heureusement. Heureusement pour moi, et peut-être malheureusement pour eux, que leur désir n'a pas été exaucé. Et donc, cette fois-ci, ils reviennent encore à la charge. Et comme un confrère le disait, je pense que c'est mon confrère Colonne de la semaine, si ils peuvent réussir là où ils ont déjà échoué. Oui, effectivement, c'est Chronique de la semaine qui écrit « Appel à des manifestations politiques. Togo Debout peut-il réussir là où il a déjà échoué ?» Terminons avec l'ambiance générale dans le pays avec cette élection. Il y a quelques jours que la Ligue togolaise des droits de l'homme a rendu public son dernier rapport
Arthur Express en parle. Rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme sur les cas de torture et de violence policière. La Ligue dit avoir noté 3 manifestants sur 10 qui ont été arrêtés et détenus. 3 manifestants sur 10 arrêtés et détenus ont fait l'objet de traitements cruels. Et 9 manifestants sur 10 arrêtés et détenus ont fait l'objet de traitements cruels et inhumains. En tout cas, vous publiez l'intégralité du rapport de la Ligue. Évidemment, et ce qui choque, c'est le silence coupable de nos autorités, alors que dans nos codes pénal, qu'appelle-t-on, la torture est un crime imprescriptible. Et si la justice même fait fi de tout ce qui se passe, je crois que nous ne sommes plus dans un état de droit. Et c'est la recrudescence de cette torture, de ces traitements inhumains qui inquiète la Ligue togolaise. C'est ce qui nous a poussé à publier l'intégralité même de ce rapport pour que les gens puissent... Merci. La violence qui recommence à se manifester sur les terrains du football. Notre championnat a démarré il y a juste quelques temps. Et la 5e journée qui s'est déroulée le week-end dernier a vu la violence s'exprimer ici sur le terrain municipal de Lomé entre 2 clubs. Je crois Koroki Metete de Tchamba et Semachi de Sokoré. Un match terminé en queue de poisson. Alors alerte, écrivez-vous Ambroise, The Guardian qui écrit: les démons de la violence sont de retour sur nos stades. Bien évidemment, c'est ce que nous avons remarqué. Et ces scènes se sont déjà produites par le passé. Et je me dis qu'il y a certaines équipes qui sont vraiment électrogènes. Et quand ils se retrouvent avec c'est de l'électricité en l'air. Parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui sont très accros au football. Et quand ils n'arrivent pas à se retenir au niveau des stades, surtout quand il y a but d'un camp contre l'autre, les esprits s'échauffent et tout rentre dans la violence, ce que nous condamnons. Et je crois qu'il faut bannir la violence sur le terrain. Absolument bannir la violence sur le terrain, surtout le terrain de foot, le football qui est un jeu qui rassemble tout le monde pratiquement, de toute obédience, que ce soit religieux ou ethnique. Je crois que les gens ne doivent pas aller jusqu'aux mains, jusqu'aux pieds, pour pouvoir juste revendiquer un but marqué contre son camp. Je ne trouve pas ça normal. C'est-à-dire que vous ne gagnez pas 1 million ni 1 milliard. Maintenant, on marque un but par la sensation psychologique du fond de l'homme. On s'esclave et on devient violent. Non, il faut qu'on descende sur terre pour comprendre que le football, après tout, c'est un jeu. Même si l'argent fait partie maintenant de ce jeu-là, c'est un jeu. Moi, je pense qu'il revient à la fédération de sévir pour ces gens-là, de reléguer même ces clubs-là à une division inférieure pour que ça cesse. Parce que depuis des années, on constate ces violences sur nos terrains, nos stades. Ce n'est pas normal. Pour un but ou pour un oui ou un non, les gens se comportent comme sur un terrain de guerre. Ce n'est pas normal. Merci. Le football, c'est avant tout un jeu. C'est avant tout un jeu, mais par le passé, la fédération a déjà sévi. Il n'y a que trois verdicts. Soit vous perdez, soit vous gagnez, ou vous faites match nul. Par le passé, la fédération qui a sévi, je me rappelle, Bekinti qui avait été privé de son stade pendant quelques temps, des clubs même. Ça ne suffit pas, il faut les reléguer même Michel, le mal revient, alors il faut s'en saisir. Le mal revient, mais il n'était pas très loin. Il était à côté. C'est ça qu'il faut. C'est pourquoi j'épouse entièrement l'idée de Isidore. Parce que, vous savez, la fédération, il faut, depuis les années 2006 jusqu'à présent, il y a des pesanteurs sur notre fédération avec tout ce que nous connaissons comme problème. Et vous vous rappelez, il y a de cela, je pense, 1 an ou un peu plus d'1 an, il y avait un championnat, les gens jouaient, à la fin on dit, non, que tout le monde reprend, il n'y a pas quelqu'un qui est relégué jusqu'à ce jour. Ça dit que ça là, ça fait partie de, je sais pas,
de l'impunité. Ça dit que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore. C'est pourquoi même, c'est vous qui me rappelez qu'il y a championnat. Moi, ça ne me dit. Parce qu'on ne donne pas le sérieux. Les gens sont dans des réseaux, dans des loges. Ils ne veulent pas se libérer pour vraiment prendre de la hauteur et sanctionner. Parce que c'est le problème du Togolais. Moi, je n'ai jamais vu un pays qui évolue correctement. Et dans ce pays, on ne sanctionne personne. On ne punisse pas. Il n'y en a pas. Au monde, il n'y a aucun pays. C'est dans les pays où on tire les oreilles des gens que les gens marquent le pas et le pays évolue. Ici, bon, les gens, vous voyez, tout ce qu'on a connu, vous parlez que certains clubs ont été sanctionnés, mais ce n'est pas. C'est des sanctions folklore, des sanctions entre copains. Il faut des vraies sanctions pour que quelqu'un sache que lorsque vous posez cet acte, il va vous le payer cash. Merci, voilà. Merci. On va finir le débat avec ce dossier que la Nouvelle Tribune nous publie. Enquête exclusive descente au cœur de la contractualisation. Un dossier de 3 à 4 pages. Qu'est-ce qu'on peut y retenir? Bon, dommage qu'on en parle à la fin parce que c'est un dossier très intéressant et ça concerne beaucoup plus la santé des populations. C'est très important parce que, je le dis, on a aujourd'hui un ministère de la Santé, un ministre de la Santé qui vraiment n'est pas à la hauteur, il faut le dire. Professeur Moustapha Midiawa, c'est ce ministre qui a offert des vélos communément appelés gassors aux agents de santé communautaire qui avaient déjà des motos. Qui ont déjà des motos à l'intérieur du pays. Et le professeur Moustapha Midiawa, c'est celui-là qui, en pleine crise du Synfot, en tant que directeur de l'ENAM, puisqu'il est toujours directeur de l'ENAM, l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé, s'est amusé à envoyer des étudiants de son école sur le terrain, moyennant 3 000 francs par jour pour vacciner les enfants contre la poliomyélite. Professeur Moustapha Midiawa, c'est quelqu'un qui nomme le directeur du CHP de Palimé, de l'hôpital de Palimé, en même temps chef service pédiatrie, directeur de l'ENAM de Palimé et directeur de l'école nationale des sages-femmes de Palimé. Ça fait 4 postes pour lui seul. Le professeur Midiawa, c'est celui-là qui a nommé le directeur du CHU Kara, directeur Kara de l'ENAM. Et donc, ça fait quand même beaucoup de choses déjà et que vous constatez sur ce tableau. Et donc, c'est sous lui que le projet de contractualisation a étendu sa toile dans les hôpitaux du pays. Sauf que depuis 2 ans bientôt, il y a le tableau est noir et la première structure qui est arrivée est mise en train médicale internationale, qui a signé lors d'une cérémonie couverte par la presse ce contrat ou cette convention avec l'État, est repartie sur la pointe des pieds. La seconde structure a démissionné fin octobre. On l'a relevé dans une de nos parutions récemment. Et aujourd'hui, nous avons le contrat de toutes ces structures. Nous avons réussi à mettre la main sur la convention de partenariat entre le gouvernement togolais et l'association OIGH, il faut le préciser. OIGH, c'est l'Organisation internationale de gestion hospitalière qui déjà a signé le contrat pour être sur le projet de contractualisation au CHP d'Apaon, au CHU Kara et au CHR Sokodé. Et donc, c'est ces 3 structures qui étaient sous le contrôle de l'association OIGH, qui est l'Organisation internationale de gestion hospitalière. Et donc, à la faveur du départ des 2 autres contractants, ou des 2 premiers contractants, on a mis sous la responsabilité de l'OIGH les 3 autres structures qui sont à Tapamé et Blita, le CHP Blita et récemment le CHU Sylvanus Olympio, qui est le plus grand centre hospitalier du Togo. Et cette association OIGH, dont vous ne retrouvez aucune présence digitale, qui n'a aucune expérience avérée dans le domaine, et vous pouvez faire toutes les recherches sur tous les moteurs possibles, je vous défie, vous n'allez rien trouver sur cette association qui est plutôt à la charge de 6 structures hospitalières publiques du pays et qui perçoit en moyenne pendant la durée du contrat pour les 3 structures, c'est-à-dire le CHP d'Apon, le CHU Kara et le CHR Sokodé, 861 millions de francs CFA et pour les 3 ans. Et donc nous avons publié le budget intégralement, nous avons publié la convention de partenariat entre le gouvernement et cette association-là, dont on ne retrouve le siège nulle part parce qu'on a dit dans le papier que le siège se trouve à Lomé, le quartier Tocoin, mais en réalité c'est le domicile du président de l'association. Donc le siège du contractant est en même temps le domicile du président de l'association du contractant. Et donc tout ça se passe sous le ministre Moustapha Midiawa qui ne cesse de ressasser les oreilles des populations que oui, tout va bien. Allez au CHU Sylvanus Olympio aujourd'hui où on dit que la contractualisation est en train de marcher. On constate tout simplement... À la morgue, on constate tout simplement que il y a beaucoup de choses. Et dans le papier, nous avons relevé, ou dans l'enquête, nous avons relevé que oui, pour faire croire au chef de l'État, c'est-à-dire pour faire croire au chef de l'État que la contractualisation est en mouvement, c'est-à-dire marche bien, on a décidé, dans un premier temps, soumis par le ministère de la Santé, de faire quoi? D'agrandir
la capacité de la morgue de Lomé, parce que la morgue fait en moyenne, selon les chiffres perçus, 30 millions de francs CFA, en moyenne, s'il vous plaît. Et donc, c'est l'organe ou bien le domaine le plus juteux aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on veut faire... Oui, c'est la morgue qui est le domaine le plus juteux au niveau du CHU Sylvanus Solenpied. Donc, pour dire que nous sommes en train d'augmenter les recettes, on fait la promotion des morts pour dire que oui, on veut agrandir la capacité et pour dire qu'on fait des recettes. Et donc, aujourd'hui, notre dossier, c'est un dossier que nous recommandons à tous les Togolais par rapport à ce qui se passe, parce que la santé nous concerne tous. Et par rapport aux interventions que nous avons eues, il fallait qu'on puisse véritablement en parler. Écrivez-vous, depuis 2 ans, des montants considérables ont été engloutis par l'approche contractuelle de la gestion des hôpitaux publics du Togo, sans grande incidence sur l'amélioration de la santé de la population. Grand dossier qu'on va se donner le temps de lire. Oui, mais juste placer un mot. Tirer chapeau à notre confrère pour ce dossier. Et nous étions de ceux qui, même à vue d'œil, disaient que cette affaire de contractualisation était du pipeau. Merci. On n'a pas besoin d'aller faire des investigations. Sur le temps de nos amis auditeurs qui s'impatientent sur le 22, 21, 33, 74. Ou bien le 22, 20, 19, 68. Émission beaucoup plus politique aujourd'hui, mais il y a quand même des à côté qui devraient vous intéresser, n'est-ce pas, l'ami Johannes? Bonjour à vous. Bonjour Johannes. Alors, je vais essayer d'aller très rapidement. Oui, parlez directement et à haute voix dans le microphone. Écoutez, monsieur Sass, finalement, je me dis que parfois, on a l'impression que les journalistes, vous nous mélangez dans ce pays. Et quand je prends ce que Michel a dit, ce que Elom a dit, monsieur Sass, la seule chose qu'il fallait faire pour mieux nous éclaircir, c'est de prendre les points que chacun d'eux a développés et vous demander si l'opposition avait agi tel quel. Si l'opposition avait agi tel que Michel le dit, êtes-vous sûr que vous ne serez pas dans ce studio pour reprocher cette même chose à l'opposition? Michel dit en ces termes, l'opposition aurait... Et vous permettez, l'ami Yohannes, vous savez, des confrères ont émis leur avis. Maintenant, si vous avez un avis contraire ou bien supplémentaire, sinon, si on doit parler de ce que chacun a dit, on n'évoluerait pas. Permettez-moi d'y aller rapidement. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît. Je vais m'appesantir sur leur analyse. Quand Michel disait que l'opposition aurait dû rester jusqu'à la fin, et si jusqu'à la fin, leurs points ne sont pas pris en compte, c'est là où ils auraient dû sortir. Et vous suggérez quoi à nos amis de l'opposition dans ce cas? C'est sur cela que je dis. L'opposition aurait agi comme ça, que on aurait reproché à ces messieurs que dès le début, s'ils remarquent que leurs points ne seront pas pris en compte, c'est dès le début qu'ils auraient dû le dire. Johannes, je pense que c'est ce que d'autres ont dit, que l'opposition, en claquant la porte, a plutôt évité le piège que leur aurait tendu le gouvernement. Toutes les options ont été dites dans l'émission. Nous passons à l'ami Kokou. Bonjour. Bonjour, monsieur Jachin. Vous êtes sur Canal FM, s'il vous plaît. Oui. Puisqu'on est habitué à tous les chaînes, donc je vous dis bonjour. Merci. Et je dis bonjour au plateau aussi. Concernant le dossier que votre collègue a fait sur la santé, oui. Je voudrais tout juste passer par votre antenne pour interpeller les dirigeants, parce qu'au CHU Sylvanus Solenpied, il se passe beaucoup de choses. Monsieur Sass, est-ce que vous pouvez imaginer que la dernière fois j'étais dans une structure, on devait utiliser un appareil pour faire un travail pour un de mes frères. Je ne sais pas si l'appareil là peut coûter... Quel appareil, s'il vous plaît? Eux-mêmes, ils l'appellent communément aspirateur. Eux-mêmes, ils savent ce que je vais parler. De quoi je veux parler. Et on nous a dit que l'appareil, la structure dans laquelle nous sommes, cet appareil est gâché dans cette structure. Et que de 16 heures, on cherchait dans d'autres structures l'appareil là jusqu'à 22 heures qu'on a trouvé l'appareil là. C'était bien à l'hôpital de Tokoin? Sylvanus Solenpied. Tokoin. Et c'est à 22 heures qu'on a pu trouver l'appareil pour venir faire le travail. Et votre parent était toujours vivant? Ah, Dieu merci. Puisque la personne est dans le coma même. Donc, si c'était quelqu'un qui est bien portant comme
on ne saurait pas ce qui devait arriver. Donc, c'est pour dire que malgré la contradiction, le CHU ne marche pas bien. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là-bas. Merci. Bon, concernant la discussion qui s'était déroulée la dernière fois entre l'opposition et le pouvoir, bon, comme Michel, votre frère Michel lui disait tout de suite, mais il y a des journalistes qui disent clairement que eux, les journalistes, ils ne sont pas plus intelligents que nous, les auditeurs. Donc, je voudrais dire à M. Michel qu'il arrive des fois qu'on vous invite à des réunions et qu'on ne précise pas l'ordre du jour dans la lettre d'invitation. Mais on dit seulement concernant, compte tenu de l'ordre du jour, l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous s'avère indispensable. Donc, le jour où vous allez, on présente l'ordre du jour et vous débattez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'on dit que l'opposition a assisté à une réunion dont il ne connaît pas l'ordre du jour et qu'on le taxe de méconnaissance de quoi, mais confrère. Merci. Encore une fois, la courtoisie, le respect de l'opinion pour l'autre. Des confrères ont émis leur avis. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais si vous avez avis contraire, émettez-la. C'est pas bien bienséant de dire que tel a dit ceci que je ne suis pas d'accord. Si vous avez votre avis, dites-le comme ça, directement, et comme ça, l'honneur et la soif de chacun seront... Ce n'est pas, il m'attribue des propos qu'il n'a pas tenus. Oui, c'est l'homme qui a parlé de ça. Mais je peux continuer? Oui, Michel. Oui, allez-y, Michel. Non, dans tous les cas, je pense que ce que l'homme a dit, moi je suis d'accord. Vous savez pourquoi je disais que l'opposition devait rester jusqu'à la fin. Même si dans l'ordre du jour, les préoccupations de l'opposition n'étaient pas mentionnées, elle pouvait attendre, écouter le gouvernement, le commissaire du gouvernement, et écoute-moi, Ambroise, sois au moins patient. Écoutez le commissaire du gouvernement, et à la fin, eux autres, ils vont évoquer, ils vont dire, mais nous avons dit ceci. Quelle est votre position? Le micro. Quelle est votre position par rapport à nos revendications, nos préoccupations? Et si le gouvernement ne réagit pas, bon, il revient à l'opposition. Michel, voilà. Merci, nous repartons vers les auditeurs. L'ami Ouro, bonjour. Oui, bonjour. Oui. En fait, je voudrais aussi apporter ma part de contribution. Allez-y directement avec votre contribution. Oui, je crois que tout à l'heure, nos journalistes, il semblerait que vous êtes impartial, parce que vous aviez évoqué le sujet du mémorandum que notre confrère du Guardian, M. Ambroise, a publié, mais vous n'êtes pas rentré, c'est-à-dire vous n'avez pas laissé l'attitude ou bien le temps à nos journalistes de parler sur le sujet. S'il vous plaît, vous n'allez pas faire l'émission à notre place. Nous vous respectons pour vos avis, mais soyez dans la ligne de ce que nous disons. Si vous avez des avis à émettre, mais vous n'allez pas nous donner des leçons en matière d'animation de notre émission, s'il vous plaît. Non, nous ne vous donnons pas des leçons, mais nous sommes du moins, la parole est à tout un chacun de nous, donc nous devrons du moins apporter notre contribution. C'est en cela que nous disions que... Allô? Oui, nous vous suivons. C'est en cela que nous disions que du moins il faut aussi débattre là-dessus pour que du moins nous, en tant qu'auditeurs, nous puissions savoir de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Si vous saviez tous les articles que les confrères écrivent dans leurs journaux, si on devait en débattre de chacun, même dans un an, on n'a pas fini. L'ami Kamba, bonjour. Bonjour mon frère, comment vous allez? Ça va. Bonjour à la fille. Je vais intervenir sur 2 points. Allez-y. Premièrement, je vais remercier monsieur Elom qui a fait un grand boulot en nous mettant au courant de ce qui se passe vraiment. Moi, je vais poser simplement une question par rapport à ça. Est-ce que le ministère appartient à monsieur Mizia? Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas, depuis tout ce qu'on dit, depuis le temps de la contractualisation jusqu'alors, tout ce qu'on dit, donc l'autorité première n'entend pas ou bien ne suit pas les cris d'alarme, je ne sais pas. Bon, je voudrais que si vous avez certaines informations par rapport, vous me faites pas. Bon, en ce qui concerne le deuxième cas, c'est par rapport à la réunion des 2 jours passés. Oui. Je demande, c'est une demande aussi, c'est en quelque sorte une doléance au ministre de l'administration territoire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas reprendre encore une réunion
pour une fois encore, inviter les autres de l'opposition encore pour s'asseoir. Parce que moi, ce que je suis en train de voir, bon, c'est ma propre analyse, hein, et ça ne sent pas bien. Merci. Le ministre Payado Aboukessi, qui vous a sûrement écouté, ou de toute façon, on lui rendra compte, il aviserait, mais l'homme, très rapidement, sur le dossier, dossier sur la santé, oui. Est-ce que le ministre Mijiawa ou bien les autorités supérieures sont au courant de ce que vous écrivez? Et dans ce cas, qu'est-ce que les autorités envisageraient? De toutes les façons, la presse est lue par tout le monde. Et vous savez, aujourd'hui, dans cette affaire de contractualisation, dans notre enquête, nous avons donné des approches de solutions. Pour la contractualisation en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est une délégation de gestion. C'est-à-dire que l'État délègue la gestion des hôpitaux publics à des entités privées ou à des associations qui ont l'expertise nécessaire. Et dans le cas d'espèce, il se fait que l'association OIGH n'a aucune expertise. Certes, le président Dominique Casalans, c'est quelqu'un qui a travaillé pour EMI, la première structure qui a quitté. Vous voyez maintenant le rapport. La première structure qui a quitté, M. Dominique Casalans, ça va travailler dans cette structure EMI en tant que directeur des opérations. Et c'est suite à la démission ou au départ de EMI qu'on a créé de toutes pièces. Non, OIGH était sur le terrain. Mais M. Dominique Casalans est devenu président de l'OIGH qui gère maintenant les 6 structures ou les 6 hôpitaux nationaux du pays. Et ça, c'est aberrant. On ne peut pas dépenser autant d'argent. Les 861 millions, je précise que c'est juste pour 3 centres hospitaliers. Là, je l'ai précisé ici. Le CHP d'Apaon, pour 2 ans, c'est-à-dire de 2018 à 2020. Bon, ils ont ajouté une 3e année qui est en 2021. Donc, sur les 3 ans, ça fait 861 millions. Et tenez-vous bien, c'est l'État qui paye le véhicule de M. Dominique Casalans, qui est le président de l'association OIGH, à 25 millions de francs CFA, s'il vous plaît. Et donc, tout ça, c'est dans le budget. Et donc, c'est une... il va falloir que nous puissions véritablement fondre cela et pour en parler une fois. Le reste dans le dossier. L'ami Marcel en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Merci beaucoup pour l'émission. Je vous en prie. Bon, vu le débat, moi j'ai une petite inquiétude que je voulais relever. Allez-y. La question que je me pose, s'il vous plaît, ça, au début des élections législatives de 2018, s'il vous plaît, suivez-moi un peu, on a fait démettre certains membres de la CENI pour raisons qui ne sont pas à l'Assemblée, d'autres qui ne sont pas de l'opposition légitime, bon, pour plusieurs raisons que beaucoup de gens peuvent se rappeler maintenant. Actuellement, notre ami est parti, Marcel est parti, mais peut-être qu'il reviendrait. Ou bien... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. C'est Kanindek. Kanindek, vous êtes le bienvenu. Oui, je salue le plateau. Nous saluons aussi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le débat est très intéressant. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aimerais rebondir sur le fait que l'opposition, certains partis de l'opposition ont claqué la porte. Bon, je pense que, premièrement, ils n'ont pas boycotté la réunion. Non, ils sont allés. Oui. Donc, c'est au cours des discussions et peut-être au premier sujet de l'ordre du jour, c'est en ce moment qu'ils ont claqué la porte. Mais il faut savoir qu'au Togo, nous avons une opposition qui est au pluriel. D'autres sont restés jusqu'à la fin du débat. Donc, il les incombe maintenant de verser ce qu'ils ont fait dans la population. Si ça avantage la population, bon, on fait avec. Donc, il faut pas donner trop d'importance à certains partis politiques de l'opposition. D'autres sont là. Bon, je ne sais pas pourquoi ils sont là. Donc, moi, je vois pas que cela doit faire. Merci. Chacun se reconnaîtra dans la vie de notre ami Kanindek. Nous passons maintenant à l'ami Sandro. Bonjour. Oui, bonjour, ça. Oui. Bonjour, le plateau. Oui. C'est concernant la réunion de la dernière fois entre le gouvernement et le comité de suivi des élections. Voilà. Oui. Bon, premièrement, je ne sais pas s'ils ont procédé en disant que c'est la réunion concernant la suivi des élections. Premièrement, quoi. Qui il? Le gouvernement ou bien... Le gouvernement en adressant la lettre. Oui. Ils ont précisé ça au parti politique que c'était pour la suivi des élections.
C'est ce que la réunion dit, suivi du processus électoral de la présidentielle. C'est sur le thème là qu'ils ont envoyé la lettre au parti d'opposition. Allez-y. C'est bon. C'est-à-dire, si c'est ça, si c'est la proposition, si c'est comme ça la lettre qui leur a été envoyée, donc premièrement, je veux dire que eux aussi n'ont pas fait de leur part en assistant à la réunion. Parce que si on vous a dit de venir suivre quelque chose, c'est que vous avez entamé la chose avec la personne pour venir suivre. Donc si vous n'êtes pas dans la logique de la suivi de la chose, vous ne devez pas participer à une réunion que vous ne connaissez pas le début de l'activité que vous irez suivre en comité. Bon, la deuxième position, je dis toujours que la CENI pour l'organisation des élections, moi j'ai toujours dit que dans ce pays, si les personnes qui animent cette CENI sont capables d'imprimer leur marche à cette CENI, ça aiderait le pays à s'en sortir grandi. Et non pour venir suivre les désirata d'un parti politique ou d'un autre. S'ils sont neutres, ils pouvaient conduire le processus à bon port. Et là, c'est eux qui seront reconnus intérieurement sur le pays et à l'extérieur le fait d'avoir bien organisé un processus. Merci, c'est ce que nous disons souvent. Il appartient que les hommes et les femmes magnifient les postes auxquels ils ou elles sont nommés. Merci Sandro. Nous écoutons à présent Johannes. Oui, rebonjour monsieur Sass. Oui. La manière dont... Pardon? Je disais, je suis désolé de la manière dont peut-être vous avez compris ce que je voulais dire. Et malheureusement aussi, j'ai été coupé dans mon élan, ce qui fait que peut-être ce que j'allais dire, vous ne pouvez pas suivre le fil pour savoir si ce que j'ai à dire est pertinent ou pas. Donc je me dis, on peut ne pas être d'accord avec ce que nous disons, mais il y a un adage qui dit souvent, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je me battrai quand même pour que vous puissiez le dire. Mais moi, j'ai parfois l'impression que si nous intervenons, que nous disons des choses qui ne vous tiennent pas, on nous coupe rapidement et d'autres, on leur laisse le temps de développer largement. Merci, l'ami Johannes. Nous sommes à la radio, nous avons des impératifs de temps, mais nous avons écouté avec beaucoup de plaisir. Nous serons reconnaissants si vous pouvez aller directement à l'objet de vos commentaires. Nous tous, nous en sortirions gagnants. Ok, mais je pense que ce n'est pas seulement un problème de temps. Puis bon, Merci. Souffrez que je vous coupe encore une fois et que nous recevions l'ami abonné. Bonjour abonné. Monsieur Sass, bonjour. Oui. Je pense que nous sommes tous Togolais. Sur la discussion d'hier... C'était le mardi. Vous savez que ceux qui sont sortis de la salle, je pense qu'ils sont en position de faiblesse en face du gouvernement, parce que le gouvernement a tout à sa disposition. Mais maintenant, la question que moi j'aimerais vous poser, même si on doit faire la guerre dans ce pays pour libérer le pays, après on doit dialoguer, n'est-ce pas? Et si on commence par une invitation à dialoguer ou bien une invitation à suivre, même je pense que David et Goliath ont dialogué avant que David ne tire sa lance. Vous avez assisté à ce dialogue-là entre David et Goliath? Oui, quand je lis bien la Bible, Goliath avait dit à David que moi, mon petit là, je vais t'écraser tout à l'heure. Et David répliquait que non, ne te trompe pas, moi je viens au nom de quelqu'un. Et la bataille a commencé. Donc pour dire qu'il est important que les acteurs politiques se retrouvent et discutent. Justement, c'est ce que je vais revenir. Maintenant, s'ils sont sortis, ils vont dialoguer maintenant où? Vous répondez à cette question. Deuxième chose, je félicite l'homme pour le travail pertinent qu'il a fait sur la contractualisation. Mais j'aimerais savoir, à bien lire ce qu'il est en train de dire, est-ce que ça voudrait dire que ce n'est pas Claude seulement qui bouffe 25 millions? Je veux le savoir. Merci. Merci, abonné. Lisez d'abord, prenez le temps pour lire l'intégralité du dossier de la Nouvelle Tribune et nous verrons la réaction que le ministre ou bien le gouvernement manifesterait incessamment. Nous terminons par l'ami Manglo. Bonjour. Bonjour, Sass. Oui.
Je voudrais encore aborder le sujet sur la rencontre d'avant-hier, n'est-ce pas? Allez-y. Oui, vous savez, d'aucuns accusaient les leaders de l'opposition de s'être rendus là-bas sans avoir l'ordre du jour. Je voudrais dire que nous sommes tous des gens qui les ont poussés à y aller. Nous avons reçu des clichés, des idées perçues que la chaise vide ne paie jamais. On l'a toujours dit. Or, c'est faux. La chaise vide, ça paie. Il y a quelqu'un toujours qui gagne. C'est le pouvoir dans ce cas précis qui gagne. Et il crée des occasions pour qu'il y ait la chaise vide. Au lieu de condamner cette façon de faire, on se rue sur les conséquences qui est ceux qui ont créé la chaise vide. Il y a autre cliché, c'est le rapport de force qui est plus fort du côté du pouvoir. On le dit comme ça. Vous parlez de quelle force? La force brute, la force intellectuelle ou quoi? C'est comme vous aimez le football, c'est comme un match de football où on aligne les joueurs qui sont munis de gourdins et de coupe-coupe. Et on dit qu'ils sont très forts. C'est de ça que vous voulez parler. Sauf que M. Maglo, on ne joue pas le football avec des gourdins et des machettes. Donc, revenons là. La chaise vide dont on parle là, il ne faut pas créer. Quand on crée cette chaise vide, il ne faut pas que quelqu'un s'asseye dessus. Merci d'avoir émis vos avis. C'est le débat contradictoire. Nous avons le courage et la force de vous faire parler, de vous écouter avec beaucoup de plaisir. Maintenant, nous allons revenir ici pour faire le point. Michel, 1 minute. Si nous parlons de rapport de force, c'est par rapport aux moyens politiques que les deux bords disposent. Nous n'avons pas dit rapport de force par rapport aux coupe-coupe et aux manchettes dont parle Maglo. S'il a créé un autre Togo, c'est lui seul qui va vivre dans ce Togo. Nous, on n'est pas dans le Togo dont il parle. Donc, il ne faut pas qu'il qu'il tronque nos idées. Les auditeurs, nous avons parlé, les auditeurs ont compris. Ce n'est pas à lui de transformer nos idées. Donc, nous n'accepterons pas ça. Le rapport de force c'est par rapport aux moyens politiques disposant que les deux bords peuvent avoir dans le cas, en tout cas dans le contexte actuel. Nous n'avons parlé de force brute comme il le raconte. Merci. Isidore? Non, juste faire remarquer que si les gens étaient obligés de sortir ou bien de claquer la porte à cette discussion, c'est compte tenu de certaines pratiques. Ils seraient restés là-bas et vous verrez à la TVT que l'opposition et le pouvoir s'entendent de façon consensuelle sur l'organisation des élections. On sait comment les choses se passent dans ce pays. Peut-être leur sortie va attirer l'attention des gens qui pensent que quelque chose allait marcher dans le bon sens et de façon consensuelle. Et je crois que c'est pour exprimer leur ras-le-bol et leur dépit que les gens sont sortis. Sinon, ils demandaient depuis longtemps un consensus sur l'organisation des élections. Nous en avons parlé abondamment. Et je ne t'apprends rien. Tu as eu à faire la formation bridge, comme moi. Et on nous a appris que quand une élection ne veut pas résoudre les problèmes, il vaut mieux les reporter et trouver des solutions pour que ces élections puissent régler des problèmes au lieu d'en créer. Merci, mais comme vous l'avez écrit, de quels moyens disposons-nous pour arrêter le processus en cours? Non, pas le processus, la machine à fraude. Vous l'appelez machine à fraude, moi je préfère l'appeler processus avec les perfections à y apporter. Et là, Mathis Chogwe? Oui, Isidore l'a dit tout à l'heure que la formation Bridge, qui est le cours le plus complet en matière de processus électoral, sauf que on a de ces nombreux cours qui existent, mais l'Afrique est toujours malade de ces processus électoraux. C'est les mêmes qui nous envoient les processus, les cours sur le processus, mais c'est les mêmes qui commencent déjà à ne pas respecter les différents aspects de ces cours. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous nous demandez, nous, de faire si les décideurs même ne le font pas? Moi, je voudrais juste attirer l'attention. Deuxième chose, la réunion, comme l'a dit un auditeur tout à l'heure, il serait souhaitable qu'on ait une deuxième réunion pour permettre d'aplanir
des divergences ou pour s'entendre au moins sur le minimum. Parce que le recensement, c'est dans quelques jours, c'est du 29 au 1er. Il va falloir qu'au niveau du gouvernement, on puisse convoquer une seconde réunion pour échanger avec la classe politique de l'opposition pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais au même moment, il faut que l'opposition aussi, qui va à cette élection présidentielle avec déjà 10 candidatures, parce que une chose est de discuter des conditions de l'élection, mais une chose est d'être prêt soi-même pour l'élection, parce que si vous entendez sur les conditions de transparence et que vous présentez 15 candidats face aux candidats du parti au pouvoir, le résultat est clair. Ambroise? Oui, moi je voudrais dire tout de suite une chose. Vous me convoquez à une réunion et vous me présentez des institutions qui devraient faire le compte rendu ou le point sur l'organisation d'une élection sur lequel je ne suis pas d'accord sur les conditionnalités. Je ne peux pas attendre pour écouter ce que ces institutions-là, qui ne sont même pas recomposées. Je ne peux pas les écouter. C'est ça même le problème. Le débat n'existe même pas. Ça y est, la CENI, on l'invite à faire le point. Le point de quoi? On invite le président de la HAC à faire le point. Le point de quoi? Alors que ces institutions, l'opposition demande à ce qu'on recompose ces institutions-là. C'est ça même le vrai problème qu'il faut évoquer. Merci. Vous terminez pas votre carton de fin d'émission? Bon, je n'ai pas tellement de carton, mais je voudrais revenir sur l'interview que Jean-Pierre Fabre nous a accordée sur comment son équipe entend s'organiser au niveau de la gestion de la mairie du Golfe 4 avec une certaine rigueur et avec une certaine liberté d'action comme le recommandent les tests et la fonction du maire en soi-même. Et ensuite, sur le cas de l'article qui concerne les croupillons de dinde, qui sont la mort dans nos assiettes, ceux qui hasardent à manger les croupillons de la l'air, donc on les appelle là. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à s'attendre que c'est AVC, c'est, comment vous l'appelez encore? C'est l'hémiplégie, c'est la crise cardiaque qui s'achète. Merci beaucoup. Et l'homme, votre carton? Juste le carton, s'il vous plaît. Juste le carton. Et l'homme, allons-y. Non, moi, je n'ai pas de carton. SOS, j'aimerais lancer un SOS pour la route de Ségbé. Parce que, sincèrement, de jour en jour, la situation s'empire. Il faudrait qu'au niveau du ministère des Infrastructures, on puisse véritablement sauver ce qui peut l'être encore pour éviter le pire. Merci. Le catalogue des SOS pour la route de Ségbé. Je passe. Vous passez. Michel? Je passe. Merci. Juste un coucou spécial à Tata Reine et Tata Céline. Elles sont à l'état civil central de Lomé, très accrochées au club de la presse. C'est de la part de toute l'équipe du club de la presse et d'une personne de Canal FM qui est passée vous voir ce matin même. Rendez-vous demain vendredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.